Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Mamadou Aïdara Diop. Bonsoir, Monsieur Diop. Bonsoir, Der. Alors, vous êtes consultant en ressources humaines et numériques, également syndicaliste. Il y a cet appel pour une concertation sur l'avenir numérique du Sénégal, avec une tribune signée et publiée dans la presse. D'abord, qui sont les initiateurs et les signataires? Voilà, merci beaucoup, Der, merci beaucoup. C'est vrai, nous avons publié cette tribune-là hier. Autour de cette initiative, je pourrais citer quelqu'un comme Ibrahima Noureddine Diagne, le professeur Abdoulaye Sakho, et je précise par rapport au professeur Abdoulaye Sakho, sur l'appel, nous avons mis professeur Abdoulaye Sakho, professeur titulaire des universités. Il y a eu une méprise. Il est plutôt professeur agrégé des facultés de droit. Il y a Olivier Sagna, il y a Ibrahim Gaye, business analyst, il y a Basile Niane, Seydou Badiane, il y a moi-même, il y a Abdoulaye Khassoum Kébé, il y a d'autres personnes. Il y a à peu près une trentaine de personnes, mais sur le document, la signature, la confirmation des signatures tourne autour de 15-17 personnes. Alors l'objectif de cette tribune et également, si vous pouvez résumer... L'objectif, c'est en fait... l'idée qu'il y a. Nous sommes arrivés en tournant. L'environnement numérique a bougé et c'est l'environnement le plus disruptif qui existe au monde aujourd'hui. C'est un environnement où la constante, c'est le changement perpétuel. Et nous sommes arrivés en tournant et chaque fois qu'il s'est agi de ce tournant-là, au niveau du secteur des télécoms, les autorités, la société civile, il y a eu cette fameuse tradition de concertation qui a été un facteur clé. Par exemple, en 1983, au plus fort des difficultés du secteur des télécoms entre l'OPT et Télé-Sénégal, les autorités s'étaient retrouvées autour d'un process qui a mobiliser l'ensemble des compétences du secteur des télécoms. L'État, la société civile, les partenaires techniques et financiers en 1983. Et pendant 4 jours, on en a sorti des conclusions qui ont été à l'origine de la création de Sonatel, qui pendant une période de 10 ans est devenu un fleuron. En 1995 aussi, au mois de novembre 1995, il y a eu ce tourbillon des réformes du secteur des télécoms en Afrique sur la houlette des bailleurs de fonds de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Il y a eu de gros débats. Mais l'État a dit, bon, en 1983, j'avais appelé les acteurs. L'État a refait la même chose et le président Diouf a nommé le doyen Aline Diagne Koumba Aïta comme le président du groupe de réflexion sur la croissance et la compétitivité, qui a convoqué tous les acteurs, les centrales syndicales, les bailleurs de fonds, les partenaires techniques, les acteurs de l'écosystème. Pendant 3 jours à Saly, 24, 25, 26 novembre, les gens se sont retrouvés. Ils ont sorti un modèle qui a permis d'ouvrir le capital de Sonatel, de faire une libéralisation à moitié, qui a fait venir Sentel, GSM. Et en 2004 aussi, il y a eu cette libéralisation totale. Sous la houlette des bailleurs de fonds aussi, l'État a dit, bon, je rebolote. Moi-même, j'ai eu l'honneur d'avoir été parmi la délégation qui avait rencontré le président Wade au mois de mars avec des cadres de Sonatel pour demander à ce dernier d'organiser des concertations. À l'époque, il avait à ses côtés Thierno Ousmane Sy et Kader Sow était son directeur de cabinet. Effectivement, il a commis Thierno Ousmane Sy avec Joseph Ndong et l'ARTP de l'époque pour organiser une concertation large, nationale, inclusive, les 2 et 3 juillet 2004. Ce qui a produit le modèle de libéralisation que nous avons connu, qui a fait venir Expresso. Maintenant, 10 ans après, 20 ans après, 2004-2024, le tournant que nous sommes en train de traverser est un tournant à vitesse vraiment vertigineuse. Et on rate le virage, on est dans le décor. C'est la raison pour laquelle nous avons considéré que compte tenu de l'immensité des compétences disponibles au Sénégal et dans la diaspora, il est aujourd'hui important que l'État
puisse convier l'ensemble de ces acteurs-là autour d'une table pour une réflexion de fond, pour sortir un modèle typiquement sénégalais pour prendre en charge les nombreuses préoccupations qui interpellent l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la gestion de nos données et la question des infrastructures, la couverture du réseau, la qualité de service. Quel modèle régulatoire? Donc on a besoin de nous retrouver, l'ensemble des acteurs de l'écosystème, partenaires techniques, financiers, acteurs de l'écosystème, État, centrales syndicales, en tout cas tous les acteurs qui sont intéressés pour le développement, au développement du pays, qu'on se retrouve avec la RTP pour réfléchir ensemble, parce que nous sommes dans l'ère de la co-construction. Et pour la forme, dans la forme, vous optez pour des concertations ou bien on vient de sortir d'assises de la justice ou pour des assises finalement? Oui, le secteur des télécoms a une tradition. On l'a réalisé en 83, on l'a réalisé en 95, on l'a réalisé en 2004. Aujourd'hui, il faut aller vers la confection de termes de référence qui adressent le modèle régulatoire, qui adresse les investissements, qui adresse la formation, le capital humain, qui adresse la qualité de service, qui adresse l'ensemble de ces préoccupations, l'intelligence artificielle. On va bientôt arriver vers l'informatique quantique. Ces questions, c'est des questions d'envergure mondiale. Il nous faut aller vers des concertations sous forme d'ateliers, sous la houlette de l'État, avec l'ARTP, avec le ministère de l'économie numérique et l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Nous avons les compétences qu'il nous faut au niveau national et au niveau de la diaspora pour qu'on puisse modéliser une approche qui permette au Sénégal de se repositionner et de reconquérir son leadership sur le niveau. Alors donc l'option de la concertation est claire. Et quel devrait être le rôle de l'État et du secteur privé, selon vous? Le rôle de l'État, l'État a la responsabilité de la réglementation. De la réglementation au travers des responsabilités du ministère, de la régulation au travers des responsabilités de l'agence de l'ARTP. Les partenaires privés, les investissements que requièrent une bonne qualité de réseau, c'est des investissements très lourds. Forcément, le secteur privé est interpellé. Il doit avoir sa place obligatoirement. Maintenant, à travers les champions que nous avons, on a un champion, on a d'autres acteurs de l'écosystème, mais il faut développer un écosystème dynamique avec des applications. Des applications, on met une infrastructure réseau qui permettent d'avoir de la fibre pour capter les grosses capacités que nécessite l'intelligence artificielle, les grosses capacités que nécessite la gestion des données, mais au travers de tout ça, on met en place des applications avec les jeunes Sénégalais qui ont des compétences énormes. Il y a des écoles de codage, il y a énormément de structures qui forment les jeunes qui ont des compétences et ces jeunes-là doivent se mouvoir dans un écosystème qui leur permette de mettre en évidence leurs aptitudes et leur créativité. L'innovation, la créativité, et nous avons des jeunes extrêmement bien formés et qui ont une curiosité intellectuelle telle qu'ils peuvent nous développer des applications très à cheval sur les préoccupations que nous avons. Je voudrais donner un exemple. Par exemple, si vous allez en Europe, vous ne verrez pas quelqu'un travailler avec le mobile money. Ils ont leur carte bancaire, on paye partout avec les cartes bancaires. Mais ici en Afrique, le mobile money est devenu, vous allez au marché, vous payez avec le mobile money. Vous allez dans la boutique, vous payez avec le mobile money. Même avec 100 francs, vous faites le paiement. La transaction, oui. La transaction, donc nous sommes dans un environnement socio-culturel qui doit nous permettre de concevoir des applications qui soient des applications conformes aux préoccupations quotidiennes que nous avons. Et nous avons une jeunesse tellement avide de connaissances, tellement dotée de compétences qui peut accompagner le développement d'applications autour des gros opérateurs, on a un écosystème dynamique avec beaucoup d'applications qui permettent d'utiliser les capacités offertes par la 5G, les capacités offertes par la fibre optique et une couverture totale du pays pour un aménagement numérique équitable. Que partout où on se trouve au Sénégal, qu'on puisse accéder à des services numériques avec la qualité la meilleure au même titre que ce qui se fait à Dakar. Et ça, il faut des infrastructures.
à ce niveau, il faut vraiment réfléchir sur le partage des infrastructures. Quel modèle économique pour avoir un système de partage d'infrastructures qui soit rentable? Parce qu'il y a des zones qui ne sont pas rentables. Oui. Mais il faut aller. Il faut y aller, il faut mettre du réseau là-bas. Mais il faut mettre derrière un modèle économique. Et aussi un modèle juridique qui permette aux investisseurs de venir investir. Le rôle du FD Sud, le rôle des opérateurs d'infrastructure, le rôle des opérateurs pour mettre en place les dispositifs qui permettent de déployer l'ensemble de ces services-là. Alors dans vos propos, il a été beaucoup question de réglementation, de régulation. Et justement, selon vous, quel modèle de régulation faut-il pour le Sénégal? Pour le Sénégal, le modèle de régulation qu'il nous faut, il ne faut pas que le régulateur se positionne en collecteur de taxes. La fonction du régulateur, c'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre au niveau de l'écosystème. Que les investisseurs puissent investir et puissent avoir la garantie de retour sur investissement, mais que les services qui soient offerts aux usagers soient des services de qualité avec la garantie d'accessibilité en termes de coût pour la poche du consommateur. La garantie de qualité pour celui qui paye son argent, qu'il puisse avoir la qualité requise et que le service qui est offert puisse être conforme aux préoccupations avec les meilleurs standards de qualité. Donc ça, il appartient aux régulateurs de mettre en place ce cadre-là. Et je dois me féliciter que peut-être le nouveau régulateur, il a entamé des échanges avec les acteurs de l'écosystème. C'est une bonne chose pour discuter, pour dialoguer, pour mettre en place un cadre stable, serein, qui soit propice à des investissements rentables, mais pour offrir des services accessible au grand nombre avec la qualité standard de niveau international. Alors, Mamadou Aïdara Diop, je ne pouvais pas ne pas vous interpeller sur le problème de la presse qui traverse des difficultés économiques, vous le savez. Quelle doit être la solution à l'heure de la digitalisation du numérique? Est-ce que c'est le business model même qu'il faut repenser? Il faut le repenser. J'avoue, la presse a l'obligation de se réinventer. Je disais tout à l'heure, à l'entame de mon propos, que la seule constante dans l'environnement numérique, c'est l'obligation de changer. Si on reste sur place, on est absorbé, on meurt. La presse doit se réinventer, doit redéfinir son modèle, son business model, son modèle économique, en conformité avec les possibilités offertes par le digital. Le digital est à la fois pour la presse, à la fois une opportunité et une menace. Mais comment faire pour que l'opportunité jugule et neutralise la menace pour faire en sorte que la presse survive? On a besoin de presse. Il y a la formation, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a l'émergence de nouveaux acteurs au niveau de la presse. De nouveaux acteurs qui ont tendance à assumer le végétariat au niveau de la presse. Donc ces questions-là, il faut les adresser. Mais il faut que la presse ait les moyens de sa survie. Parce que je donne un exemple. Vous rédigez un article dans votre quotidien. Cet article-là, il est vendu à travers le monde. Mais si un chanteur crée une chanson, mais cette chanson, elle est déclarée, elle est protégée, elle va à la SODAV et il y a des revenus. Mais le journaliste qui écrit, qui fait de la production intellectuelle, cette production intellectuelle ne rapporte rien à la presse. Or, il faut redéfinir ce modèle-là. La redéfinition du modèle économique adressera forcément cette dimension, ces aspects-là, pour faire en sorte que ce que la presse produit comme production intellectuelle ait un retour sur investissement qui permette de garantir une alimentation financière stable. Mais obligatoirement, la presse doit se réinventer. Le business model, il est archaïque, il est obsolète. Il faut repenser le business model, l'adapter et avoir l'audace de sortir des chantiers battus. Absolument. Si la presse ne le fait pas, bonjour les dégâts. On a vu ce qui se passe, de nouveaux acteurs qui émergent, qui ne sont pas liés par la déontologie, qui ne sont pas liés par l'obligation de vérifier l'information avant de publier. Je suis dans ma chambre, j'ai mon téléphone, je sors mon contenu, je diffuse. C'est un danger, à la fois du point de vue de l'éthique, à la fois du point de vue de la démocratie, à la fois du point de vue des capacités de manipulation de l'opinion. Alors que les journalistes formés, ils ont cette obligation de s'adosser à la déontologie, à la vérification des informations, au bouclage, alors que les autres ne l'ont pas. Donc je pense que la presse doit se réinventer,
repenser son business model, s'appuyer sur le digital pour en faire une opportunité et non une menace qui est en train de détruire tout le potentiel que permet la presse. Merci beaucoup, Mamadou Aïdara Diop. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.